que dois-je faire? Baisser le chauffage d'1 degré, couper le chauffage, baisser le chauffage de 5 degrés ou laisser sur 19 degrés? Voilà, question un peu plus compliquée. Donc, on va voir les réponses. Ah ben super, donc il y a quand même une majorité, 53%, qui pensent qu'il faut couper le chauffage, ce qui est la bonne réponse. Parce que souvent, effectivement, on entend des chauffagistes, non, non, laissez le bâtiment à une certaine température, sinon ça va coûter trop cher le matin, qu'il faudra recharger les murs, etc. Donc, pour ceux qui n'étaient pas convaincus, parce qu'il y en avait quand même 47% qui pensaient que soit qu'il faut les baisser de 5 degrés ou soit mettre sur 19. Pour cela, un petit mot d'explication. Je vais vous expliquer à l'aide de deux graphiques. Vous avez ici le graphique de gauche, où on va prendre le cas d'une école, hein, où ma température intérieure dans ce bâtiment-là, il est à 20 degrés jour comme nuit. Ma température extérieure, on est en hiver, un peu comme maintenant, hein, 5 degrés la nuit, 5 degrés la journée. Ici, on est la nuit, hein, on descend à 3 degrés et on est nouveau à 5 degrés en journée. Et donc, sur 24 heures, ici, ce que représente ce graphique, quelle va être ma température? C'est la différence entre la température intérieure et extérieure. Parce que finalement, la différence entre ma température extérieure et la différence entre la température intérieure et extérieure, elle va créer des pertes d'énergie. Et pour compenser ces pertes d'énergie, il va falloir chauffer, consommer de l'énergie. Pardon, des pertes de chaleur, je m'exprime mal. Donc, comme vous le voyez intuitivement, au plus il fait froid dehors, au plus la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, au plus j'aurai des pertes de chaleur et au plus je vais consommer de l'énergie. C'est pour ça que quand il fait froid en hiver, on va consommer plus qu'en mi-saison. Et donc ça, c'est la situation 1. Donc ici, on va rassurer, c'est vraiment ma consommation d'énergie. Donc j'ai besoin pour compenser les pertes d'énergie que j'ai dans mon bâtiment. Parce que la chaleur, elle va toujours vers le plus froid, elle va toujours aller vers dehors s'il fait froid dehors. Ici, dans la situation 2, où j'ai ce qu'on appelle une intermittence du chauffage. Donc, l'intermittence du chauffage, c'est quoi? C'est qu'en période d'inoccupation, on va couper le chauffage dans le bâtiment. Donc, qu'est-ce que va faire la température? Si j'ai plus d'apport de chaleur, la température dans le bâtiment, elle va chuter petit à petit. Et j'arrive ici en bout de nuit à 15 degrés. Évidemment, comme j'ai une bonne régulation, 2 heures avant ou 1 heure avant que mes occupants arrivent, je redémarre ma chaudière pour de nouveau avoir 20 degrés quand les élèves arrivent dans l'école. Et finalement, ce que j'ai économisé, c'est toute cette partie HV ici, où finalement, pendant la nuit, comme ma température a baissé, ben, la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est moins grande et donc j'ai eu moins de pertes. Et donc tout ça, c'est mon gain d'énergie que je n'ai pas consommé. Est-ce que c'est clair ça ou qu'à moitié clair? Et donc effectivement ici, on va devoir relancer la chaudière pendant 1 heure, on va consommer plus pendant 1 heure, mais pendant toute cette période-là, la chaudière, elle n'aura rien consommé du tout. Voilà, Annick Segers. Je vais répondre aux questions après à la partie chauffage. Donc, je vous demande un peu de vous accrocher. C'est la partie la plus compliquée de la présentation pour être sûr de bien. Voilà, ça va être un peu technique, mais c'est vraiment important de comprendre ces concepts. Donc, voilà. Comment faire pour avoir mon intermittence de chauffage? Donc, pour pouvoir couper la nuit ou diminuer le plus possible. Si je suis une maison de repos, je vais sans doute vouloir laisser une température de confort. Mais l'outil que vous connaissez sans doute tous, qu'on utilise fréquemment, c'est le thermostat d'ambiance. Donc, mon thermostat, je peux programmer ma semaine hein, avec des périodes une plage de température en fonction des heures de la journée et de la semaine. Et le thermostat est vraiment fort utile parce que c'est le pilote de ma chaudière. Donc, vous allez le mettre dans une pièce. Si vous mettez, par exemple, 20 degrés dans la pièce, quand vous avez atteint vos 20 degrés, le thermostat va dire à la chaudière, tu t'arrêtes de fonctionner, il coupe aussi les circulateurs. Et donc, vous n'allez plus chauffer, même dans une pièce, il y a une vanne à 5 degrés, on ne chauffe plus dans le bâtiment. Maintenant, où placer ce thermostat? Parce que ça, c'est souvent une question qui revient. C'est que si, comme ici, dans cette jolie maison, vous placez le thermostat dans la pièce de vie où il y a un poêle, ben là, vous allez très vite avoir vos 20-21 degrés dans votre salon. Le thermostat, il va dire à la chaudière, tu ne chauffes plus. Et si vous avez des ados qui sont en examen dans leur chambre, ben, dans la chambre, elle ne va pas chauffer, ils vont avoir froid. Et donc, ça, c'est un peu embêtant. J'aurais pu prendre une photo aussi d'un salon, d'une pièce de vie avec des rayons de soleil ou le dimanche ou en journée, ben voilà,
on atteint très vite 20 degrés par le soleil, même en hiver, et vous n'avez plus chauffé. Donc, c'est important, c'est que le thermostat, il ne faut pas le mettre dans une pièce trop chaude, sinon vous allez voilà, avoir froid dans certaines pièces. Et donc, il faut le mettre dans une pièce représentative de votre bâtiment qui n'ait pas d'apport de chaleur, que ce soit par un poêle ou par le soleil. Donc, un autre élément pour régler le chauffage, c'est le régulateur de la chaudière. Donc, le régulateur, il est couplé avec une sonde extérieure. Donc, une sonde extérieure, c'est un petit appareil qu'on met à l'extérieur de température du bâtiment sur une façade nord pour qu'il n'y ait pas le soleil qui est dessus, qui va mesurer la température extérieure. Et qu'est-ce que va faire ce régulateur? C'est on va définir une courbe de chauffe sur ce régulateur qui va finalement ajuster la température de l'eau qui circule dans le radiateur en fonction de la température extérieure. Et donc, en toute logique, au plus il fait froid, ici on a moins 10 degrés, à moins 10 degrés, on va envoyer de l'eau dans le radiateur dans le bâtiment à 80 degrés. S'il fait 5 degrés, on va l'envoyer à 50 degrés. Donc, au plus il fait froid, au plus on aura besoin de chaleur et il faudra que l'eau qui circule dans le radiateur soit élevée. Alors, le boîtier de régulation, en fait, dans le derrière, on voit plein de types d'installations différentes, des toutes petites, des toutes grandes. Et les boîtiers de régulation, ils ont aussi plein de formats différents. Quand vous avez une petite chaudière murale, la régulation, le boîtier de régulation est intégré à la chaudière et souvent il est couplé avec un thermostat. Quand vous avez déjà une installation plus conséquente, vous pouvez avoir un boîtier de régulation qui a l'apparence d'un thermostat et vous pouvez régler comme dans un thermostat vos plages de température. Il va prendre la température extérieure comme la température intérieure comme un thermostat, sauf que vous pouvez plus régler ce qu'on appelle ces courbes de chauffe. Et ensuite, vous avez aussi ces petites régulations qu'on trouve, qui sont un peu plus anciennes, mais qu'on trouve pas mal comme encore dans des installations de chauffage comme assez importantes du tertiaire. On en voit encore beaucoup, où là, vous avez une petite horloge et vous pouvez régler voilà, les heures de fonctionnement de la chaudière et les températures, les semaines nocturnes, etc. Donc, il y en a encore plein d'autres. Tout ça pour dire qu'effectivement, ils ont pas mal, il y a pas mal de modèles différents. Et donc là, il faut chaque fois appréhender le modèle, regarder le mode d'emploi, etc. Alors, si on reste sur mes courbes de chauffe, ici, un exemple de courbe de chauffe où ici, j'ai ma température extérieure, donc il fait 10 degrés. Et la température de l'eau qui est envoyée dans le circuit du chauffage, ici, la verticale, on voit qu'on envoie de l'eau à 75 degrés. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Si je regarde au niveau de l'installation de chauffage, j'ai ma sonde extérieure qui a mesuré 10 degrés. J'ai mon régulateur climatique où j'ai ma courbe de chauffe qui dit, ah ben si l'eau est à 10, s'il fait 10 degrés dehors, on envoie de l'eau à 75 degrés. Donc, ici, j'ai ma chaudière. J'ai l'eau qui part à 75 degrés pour les installations de chauffage et qui chauffe le bâtiment et elle va revenir à 60 degrés à ma chaudière. Et là, en fait, il y a un triple problème. En fait. C'est que quand vous envoyez de l'eau aussi chaude, votre eau, elle revient à 60 degrés. Mais j'ai justement une chaudière à condensation. Donc, une chaudière à condensation, c'est une chaudière avec une très bonne technologie. Mais pour qu'elle puisse condenser et donc avoir 10% de rendement en plus, il faut que l'eau soit maximum 50-55 degrés. Il faut que l'eau soit la plus basse. Au plus l'eau est basse, au plus elle va condenser et avoir un rendement. Et donc, ici, avec de l'eau à 60 degrés, elle ne consomme pas. Et donc, votre technologie condensation, elle ne fait rien. Donc là, vous perdez déjà 10 à 15% de rendement en plus. En plus, cette eau à 75 degrés, elle est très chaude et donc elle va circuler dans tout le bâtiment et dans tout le bâtiment, elle va perdre sa chaleur, chauffer des pièces qui n'ont pas besoin d'être chauffées et c'est comme ça qu'elle revient à 60 degrés, voire à 55 et donc vous avez plus de pertes que si vous envoyez de l'eau à 50. Et ensuite, si vous avez une vanne qui est sur 5, donc c'est la vanne qui chauffe tout le temps dans une pièce, et bien si vous envoyez de l'eau à 75 degrés, cette pièce va être surchauffée, alors que si vous aviez envoyé de l'eau à 50 degrés, la pièce aurait été un peu trop chauffée, mais les dégâts sont limités, il ne va jamais faire 30 degrés dedans. Et donc c'est vraiment important, c'est pour ça qu'à ces régulateurs climatiques, c'est vraiment important d'ajuster la température de l'eau en fonction du climat extérieur. Et il faut savoir que toutes les installations n'ont pas de régulateur climatique. C'est quand même, dans la majorité des cas, il y en a, dans les 2/3, mais il y a encore beaucoup de bâtiments qui n'ont pas de régulateur climatique avec des anciennes installations. Donc, si vous prévoyez une nouvelle installation, évidemment, il faut en mettre un. Donc, je continue sur mes courbes de chauffe. On a bientôt fini avec les courbes de chauffe. J'espère que c'est compréhensible. Donc, si je reprends ma courbe de chauffe, où ici, la journée, c'est ma courbe d'orange. Vous vous souvenez, à 10 degrés, j'ai envoyé de l'eau à 75 degrés. Et en fait, dans beaucoup de bâtiments, il n'y a pas de thermostat d'ambiance, mais on va juste, parce qu'il n'y a pas vraiment de pièces de référence du bâtiment, par exemple un centre d'accueil, etc. Il n'y a pas vraiment de pièces de vie. Donc, ce qu'on fait, ou une école, on dit, ben, on va juste faire un bâtiment nocturne. Ça veut dire que la nuit, on va déplacer la courbe chauffe pour que ça chauffe moins. Et donc, ici, on va la déplacer. Et là, quand il fait 10 degrés dehors, j'envoie encore de l'eau à 60 degrés. Et donc,
Et donc, finalement, ici, c'est un très mauvais cas de figure, mais qu'on voit souvent, c'est que finalement, le bâtiment continue à être chauffé la nuit, malgré que la direction a dit, pardon, la direction d'école a dit au chauffagiste, mais moi, la nuit, mon bâtiment est inoccupé, la nuit, le week-end, les vacances, etc. On voit qu'on va continuer à chauffer. Et ça, c'est vraiment un problème qu'on rencontre régulièrement. C'est effectivement tous ces bâtiments qui n'ont pas de thermostat, mais qui sont réglés juste avec un abaissement de cette courbe chauve où on voit que finalement, ça se peut, ça arrive souvent qu'on continue à chauffer un peu ou beaucoup la nuit. Donc ici, on va prendre un bon cas de figure où j'avais une courbe de chauffe plus basse. Hein. Donc ici, on voit qu'à 10 degrés la journée, on envoie l'eau à 55 degrés. Là, on fait un bel abaissement nocturne et là, on voit qu'on envoie l'eau la nuit à 30 degrés, ce qui est vraiment beaucoup mieux que 60. On va chauffer juste un tout petit peu. Mais finalement, on se rend compte que l'intermittence par abaissement de la courbe de chauffe la nuit, on va être ici, on va toujours chauffer un petit peu. Alors que quand on coupe le radiateur, là, on a vraiment un gain, on ne chauffe plus du tout. Et donc, nous, on recommande plutôt, en tout cas dans des bâtiments qui sont inoccupés, de couper le chauffage la nuit, plutôt que d'avoir un abaissement nocturne. Alors, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vérifier effectivement que votre installation soit bien régulée? C'est déjà vérifier le bon réglage de la courbe chaude. Vous pouvez le faire en allant dans le bâtiment ou en demandant au chauffagiste en vérifiant quelle est cette coupe, donc quelle est la pente de la droite et tout ce qui est déjà assez compliqué. Mais donc, ce que vous pouvez faire intuitivement, c'est vérifier à quelle température part l'eau dans vos circuits de chauffage. Et dans votre chaudière, en général, vous avez un petit cadran où vous avez avec un petit thermomètre qui mesure la température de l'eau. Ici, on voit un cas qu'on a visité il n'y a pas si longtemps où qu'on a été visité, il faisait 16 degrés. Et on voyait que l'eau ici de la température de départ en rouge était à 82 et revenait à 60. Et là, intuitivement, on se doute bien, même si ce n'était pas un bâtiment très isolé, qu'à 16 degrés, envoyer de l'eau à 82 degrés, c'est beaucoup, beaucoup trop élevé. Et là, ils vont avoir beaucoup de pertes juste à cause de ça. Et donc là, eux, clairement, ils peuvent déjà, sans être techniciens, dire à leur chauffagiste, ben, là, il y a un souci, c'est pas normal. Voilà, on sait bien quand il fait 16 degrés, avec de l'eau, avec 50 degrés, même avec 45 degrés, le bâtiment a largement de quoi chauffer. Et donc, c'est la première chose à voir. Si vous n'avez pas les cadrans, vous pouvez simplement mettre aussi votre main sur le tuyau, sur les chauffages, voir si c'est fort chaud, ou acheter un petit thermomètre infrarouge et mettre un petit scotch sur le tuyau et mesurer la température. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire pour voir ce qu'il en est. Et évidemment, on rappelle à votre chauffagiste, un bureau d'études, les plus grosses installations. Si vous dites, tiens, ça n'a pas l'air d'être normal. Donc, deuxième chose aussi vraiment très, très utile, c'est de faire une petite campagne de mesure avec un enregistreur de température. Donc, ça coûte 50 €. On vous invite vraiment à en acheter un. Ça va mesurer la température, par exemple, toutes les 5 minutes pendant 24 heures sur 24, pendant une semaine dans votre bâtiment. Et vous allez avoir un petit graphique. Comme ici, on voit les différents jours de la semaine. On voit vraiment qu'à chaque fois, ici, un bon abaissement nocturne. On descend chaque fois à 4 degrés ou 16 degrés, que c'est coupé le week-end aussi. Et donc, vous allez pouvoir, surtout pour les bâtiments qui ne sont pas occupés en journée, la nuit, pardon, le week-end, vous allez pouvoir vous dire, tiens, finalement, est-ce que j'ai bien une bonne coupure de nuit? Qu'est-ce qu'il en est? Et ça vous évite de venir le week-end avec votre thermomètre pour voir un peu la température dans le bâtiment. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, deux petits outils que vous pouvez déjà faire tout de suite. Après, évidemment, pour aller plus loin, il faut se faire accompagner. Nous, lors de nos visites, on prend vraiment du temps à regarder la régulation pour voir si c'est bien régulé, pour vous aider justement à avoir le diagnostic. Donc, je pense que j'en ai fini. Voilà, je vais peut-être voir si, comme c'était une partie un peu plus complexe, voir s'il y a des questions. Et je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Et moi, j'avais juste une question. Oui.